Bonjour Mickaël, ça va? Ouais, super. Bon, écoute, ça y est, on est en place. Ouais. C'était une véritable aventure. Donc, est-ce que tu veux que je t'explique en 2 mots Toujours. le concept Ouais. d'Active Minds? Toujours utile. Ouais, je pense. Pour moi et pour ceux qui nous regardent. Absolument. Donc, c'est une interview, voilà, qui se veut, comme je dis, à cœur ouvert. En fait, on va s'intéresser plus à qui tu es, toi, comme personne. Alors, certes, tu es entrepreneur aussi, mais voilà, s'intéresser un petit peu à qu'est-ce qu'il y a derrière ce visage ou ce statut d'entrepreneur. Et puis, ce que je te propose, un petit exercice que les entrepreneurs adorent, c'est le pitch. Est-ce que tu peux, en 2-3 minutes, dire qui tu es, ce que tu fais Donc le pitch sur moi, du coup, pas sur ma boîte. sur toi, mais c'est peut-être pas très dissociable. À toi de voir. Ouais. Alors, comment dire? J'ai 50 ans. Mhm. Je suis français. C'est quand même important de le préciser dans ce monde dans lequel on vit. Je suis tombé dans le numérique quand j'étais tout petit. Mhm. C'est-à-dire qu'à 10 ans, donc en 81, D'accord. rappelle-toi François Mitterrand, donc l'année de l'élection de François Mitterrand, je faisais mes premières lignes de code en basique. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire juste en tapant du code. Ouais. Et ça m'a tellement passionné que j'ai commencé à créer des programmes. Mhm. D'abord des jeux pour des potes, puis après des logiciels. J'ai notamment créé un logiciel pour gérer le club d'athlétisme de mon père. Mon père avait créé un club d'athlétisme et créé un logiciel pour ça. Ouais. Bien avant qu'on parle de CRM et tout ça. Hein. D'accord. Et en Et- 81 en même temps, enfin, non, c'était pas en 81. Oui, là, c'était pas en 80, c'était un peu plus tard. On est déjà arrivé là, tu vois, à la fin des années 80. Mhm. Et puis, j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, le truc qui me botte dans la vie, c'est de créer des logiciels pour les gens. Donc, je suis devenu ingénieur en génie logiciel. Mhm. Mon métier, j'ai fait l'EPITA, voilà, qui était, tu vois, quand je suis rentré à l'EPITA en 91, Ouais. donc ça faisait déjà 10 ans que je faisais du code. En fait, c'était la seule école en France qui considérait l'informatique comme un ensemble de spécialités et qui, du coup, proposait à l'intérieur de ça des formations très avancées en génie logiciel, en intelligence artificielle, en système et réseau. Donc, déjà, tu te rends compte, il y a plus de 30 ans de ça, c'était extrêmement novateur. Et c'est ça qui m'a plu. D'aller directement dans une école qui n'était pas reconnue par l'État à l'époque. Donc en fait, tu allais dans un monde de hackers, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'était déjà l'aventure, quoi. Ah ouais, complètement. C'était déjà l'aventure. Et donc, de fil en aiguille, en fait, évidemment, je suis devenu ingénieur, j'ai commencé ma carrière, j'ai été chef de projet informatique, développeur d'abord, puis chef de projet informatique. Et en fait, j'ai oublié de dire que en sortant de l'EPITA, j'ai fait mon service militaire. Ah mais oui, ça Je existait fais partie déjà. encore, voilà, c'est ça existe encore. Ça existait, ouais. C'est ça. Et donc, en fait, après 3 mois de classe pour Ouais. devenir officier, j'ai géré une équipe de développeurs qui étaient tous des ingénieurs comme moi, sauf que moi j'étais officier, eux étaient scientifiques du contingent, Mhm. et on créait des logiciels tactiques utilisés pour la formation des officiers supérieurs de l'armée française. D'accord. Donc par exemple, un logiciel pour évaluer les rapports de force entre 2 armées, Mhm. pour transporter des armées. Après, je suis rentré à la Bibliothèque nationale de France. Mhm. Quand j'ai été recruté par la DSI de la Bibliothèque nationale de France, à Ouais. l'époque, on construisait les fameuses 4 grandes tours Ouais. qui Ouais, sont dans le 13e arrondissement. Le gars qui m'a recruté m'a dit, ce projet-là, ça sera le projet de votre vie. Je trouvais ça un peu osé. J'avais 23 ans, je me disais, bon, ok. Il est sûr de lui. Ouais, t'as l'air sûr de toi, mon gars. J'en suis donc, c'était en 95, je suis rentré. On est en 2022, pardon. Et jusque-là, il a raison. Ah bah écoute, Et donc, le nouveau projet de ma vie, c'est le projet que je suis en train de faire là. d'accord. Voilà. Donc, Bibliothèque nationale de France, j'ai construit, si tu veux, le système Mhm. d'information qui permet d'amener les ouvrages au lecteur. Ouais. Donc, tu as des millions d'ouvrages qui sont stockés dans les magasins. Ouais, ouais. Donc, imagine, c'est comme chez toi, ta bibliothèque. Ouais, ouais. Là, tu as des rayonnages, des livres. Ouais. Et donc, on a créé un système qui permet, moi j'ai créé ce système, si tu veux, qui permet de emmener le livre depuis là où il est stocké jusqu'à là où il va être lu par un chercheur. Avec un système de transport automatique à l'intérieur, parce que c'est immense en fait la bibliothèque, on ne se rend pas compte comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ensuite, en parallèle de ce que je faisais à la BNF, j'ai fait un MBA Mhm. en cours du soir. Donc pendant 2 ans, de 95 à 97. J'ai fait cette formation complémentaire. Pourquoi? Parce que je me disais, en fait, l'informatique, j'ai jamais vu l'informatique comme comme un absolu en soi. Ouais. J'ai toujours été intéressé par l'usage qui en est fait.
C'est ça qui m'intéressait. C'est pas l'informatique en soi. J'étais pas passionné par l'idée de faire la ligne de code la plus économe ou de compiler plus vite que les autres. Ça m'intéressait pas. Bon. Et à partir de ça, j'avais un double compétence qui a été très intéressante pour des cabinets de conseil. C'est comme ça que je suis rentré chez Andersen. D'accord. Qui, 6 mois après mon entrée, a fait faillite. Non, mais fallait pas le recruter en fait. Alors, c'est de ta faute. Donc c'est pas vraiment de ma faute parce que en fait c'est l'affaire Enron que personne connaît maintenant, un courtier en énergie aux États-Unis. En France, l'activité de conseil d'Andersen a été rachetée par l'ancien réseau de conseil KPMG et ça s'est appelé Bearing Point. Voilà, au niveau mondial. Et j'ai passé 12 ans en fait dans cette boîte. Moi je pensais y rester 3 ans au départ, puis j'y ai passé 12 ans. J'étais passionné par ce que je faisais. Donc venant du monde de la technologie, en fait j'ai rencontré des gens, des clients qui se disaient comment on fait pour réduire les coûts de la relation client par exemple. Donc ça m'a beaucoup passionné. Et en parallèle de ça, de plus en plus de clients se disaient comment on fait pour prendre le train du digital. Et c'est là que j'ai commencé à faire des missions de transformation digitale qui commençaient toutes par la même chose, un diagnostic de maturité digitale. Tout simplement parce que le client, et moi le premier en tant que consultant, voulait savoir où il en était par rapport à ce que faisaient les autres. Et donc je faisais un diagnostic de maturité digitale. Là tu me vois venir? Non, pas du tout. Non, mais tu vois l'histoire, il y a une logique si tu veux, tu vois. Oui. Il y a une logique. Et du coup, en fait, moi j'appréhendais toujours le truc, pas seulement sous l'angle de la technologie, mais sous l'angle global. Et donc moi j'allais voir mes clients qui me posaient cette question-là. Je disais, moi je m'intéresse à votre stratégie. Je m'intéresse à votre organisation. Je veux aller voir les gens de la RH. Je veux aller voir votre marketing. Je veux aller voir vos commerciaux. Je veux aller voir les gens qui font les opérations. Je veux aller voir bien sûr la DSI. Et je veux voir tous ces gens-là. Tu pars du métier pour ensuite... Exactement. Et avec ça, j'ai une vue complète du sujet. Et tout d'un coup, je suis capable de comprendre, grâce à ce type d'approche, je suis capable de comprendre où ça pêche. Est-ce que c'est un problème de strat, de budget, ou peut-être un problème d'organisation, de façon d'appréhender le numérique dans l'entreprise, de façon de gérer la progression des salariés qui sont spécialisés du numérique. Enfin, tu vois, tu as toutes ces dimensions-là qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, on a créé ce modèle qu'on appelle DIM, Digital Internet Maturity Model, qu'on a publié dans un bouquin en 2014, qui n'était pas complet à l'époque. Mais on s'est dit, il vaut mieux publier un modèle cadre général, décrit finement pour 70% des indicateurs qu'on propose de mesurer, et en disant à la communauté, aidez-nous à remplir, quand je dis la communauté, c'est les 30% restants. La communauté, c'est quoi? C'est des gens en entreprise, des consultants, des gens dans des services publics également, qui ont finalement, si tu veux, nous ont apporté leur contribution pour dire, voyez, nous dans l'automobile, nous dans la finance, nous dans les télécoms, nous dans les PME, voilà comment les sujets qui sont importants pour nous. Nous dans le juridique, nous dans les ressources humaines, voilà les sujets comment on les appréhende. Et de fil en aiguille, on a pu comme ça compléter en fait le modèle qu'on a complété en 2019. Et moi, je me suis retrouvé en 2019 à quitter la boîte où j'étais. Bon, ça s'est mal passé avec mon ancien patron, mais ça c'est une autre histoire. Et je me suis dit, je fais quoi? J'ai un bouquin dans lequel j'ai écrit un modèle. Je suis libre, j'ai plus d'engagement professionnel. C'est le moment de créer une entreprise. Pour créer un outil qui réponde aux questions que les lecteurs nous proposaient régulièrement, qui est de dire, est-ce qu'il existe un outil pour faire un diagnostic de maturité digitale qui s'appuie sur le modèle que vous avez décrit en ligne. Voilà. Là, je me rends compte que j'ai été très très long. Alors les 2-3 minutes sont explosées. Tu m'avais dit 3 minutes? Ouais, mais c'est pas grave. Oh mon Dieu. On peut pas faire la maturité du digital et voilà. mettre du temps. C'était quoi l'histoire la question de départ? C'était c'est ton pitch pitch sur 3 minutes. Ouais. Mais c'est à toi de m'arrêter, il faut que tu me fasses un décompte. Ah mais non, mais comme ça, tu vois, on vient de prendre de l'anticipation sur les prochaines questions. C'est ça, on va faire comme ça. C'est pas grave du tout. Et alors du coup, si tu fais l'exercice à l'envers, du coup, là, quand on te demande de pitcher dans un ascenseur pendant 2 minutes, tu dis quoi? Sur moi? Bah ouais. Sur moi, je dis aujourd'hui, je veux aider les entreprises à tirer pleinement profit du digital. Voilà, c'est ça mon leitmotiv, si tu veux, au quotidien. D'accord. Après, si je t'explique d'autres aspects de ma vie qui sont aussi indissociables, je suis aussi papa de 2 filles, je suis divorcé et en couple avec une autre femme qui elle-même a un enfant qui a maintenant 20 ans, donc 19 ans maintenant. Ouais. Donc ça fait, tu vois, on a des enfants très grands. Et je fais de la musique aussi par ailleurs, donc tu vois, c'est des passions. J'ai été marathonien, je cours plus maintenant, mais voilà.
Donc ça fait un tout. Mais tout à fait. Mais en fait, tout le monde fait un tout. Tout le monde Et fait c'est tout, vrai qu'on a exactement. toujours tendance à présenter qu'une partie de nous-mêmes. C'est vrai. Tu vois, Ah, mais- soit t'es pro, soit t'es perso. Ouais. T'es jamais les deux. Enfin, c'est très rare, Alors, je trouve. ouais. Peut-être que t'as un avis différent. Non, t'as raison, parce que je pense la société nous invite à travailler un segment Mm. et à mettre des cloisons entre chaque segment. Ouais, on est en vertical. Voilà. Or, le digital fait exploser tout ça. Mm. Je suis désolé de reparler du numérique encore, Non, mais mais t'as une petite obsession, c'est pas grave, on pourra ouais, en parler. il y a un abonnement avec un psy à côté. On pourra en parler. Non, mais je suis très sincère avec ça. C'est-à-dire que, Ouais. par exemple, quand LinkedIn est arrivé, les gens ont créé leur profil. Mm. Ils existaient sur ce réseau social professionnel. Ça les empêchait pas d'être ce qu'ils sont dans l'entreprise. Mm. Je me rappelle, moi, de mes patrons qui disaient, super, on va utiliser LinkedIn pour aller chercher des clients. J'ai dit, tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça dans l'esprit, mais le compte LinkedIn, il appartient à celui qui l'a créé. Mm. Par ailleurs, sur LinkedIn, chacun raconte un peu ce qu'il veut. Donc l'histoire qu'on raconte, qu'on présente, si elle est dissonante par rapport à ton CV, il y a un problème. On voit bien que là, il y a une porosité Ouais. entre chaque univers. Alors, ce qu'on présente du coup sur un CV, aujourd'hui, c'est une information. Mm. Et puis, tu as une autre histoire que tu racontes sur LinkedIn. Si c'est pas cohérent, le RH te prend pas. Ouais, c'est sûr. Et donc, on voit bien que par le digital, on a été amené à plus de continuité dans ce qu'on est, Mhm. à la fois pro et perso. Après, il y a toujours la possibilité d'intervenir derrière un pseudo. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, dès que tu interviens sous ton nom propre, tu existes de manière cohérente sur tous les supports. Sinon, ça marche pas. C'est sûr. Non, mais c'est un vrai débat, hein, le côté digital, la frontière vie pro, vie perso, et notamment sur les réseaux sociaux. C'est un gros sujet, enfin, pour les salariés, mais aussi pour les entrepreneurs, puisque quand tu postes n'importe quoi Ouais. sur un réseau social et qu'on peut faire le lien avec toi ou ta boîte, bah, C'est ça. ça engage ta réputation potentiellement, ta Exact- crédibilité, exactement. etc. Exactement. Donc c'est un vrai sujet pour tout le monde. Je te propose Une carte. une carte. Quelle mouche t'a piqué? Pourquoi, en fait, t'es devenu entrepreneur? À Ouais. quel moment tu t'es dit, c'est bon, je me lance, je suis plus salarié, je me lance? J'ai le droit de faire un petit flashback court. Un petit flashback, ouais, En en fait, noir et blanc court. L'idée d'entreprendre, je l'ai depuis très longtemps. Ouais. J'ai eu plusieurs idées d'entreprise en sortant de l'école, de mon école d'ingénieur. J'avais avec plusieurs potes, on avait fait un projet qui aurait pu être une entreprise. Mhm. Quand j'étais chez Andersen, j'ai été approché par un autre pote qui m'a dit, écoute, il y a un marché à développer. Moi, j'ai bossé pour créer toute la partie informatique de ce projet-là et ça a capoté parce qu'un des gars a finalement renoncé. Un peu plus tard, toujours à ce moment-là, j'étais chez Bearing Point. Un autre pote me dit, écoute, il y a un autre marché qui se développe, ça s'appelle Netflix aujourd'hui. Tu vois le genre? Tu vois le genre du marché, Oui. quoi. Donc ça s'appelait pas Netflix à l'époque, mais c'était l'idée, c'était le même type de service. Et j'ai failli, pareil, démissionner pour partir. Et à chaque fois, ça tombait au mauvais moment. C'est-à-dire que, au mauvais moment de ma perception. Les enfants, quitter un job, c'était pas Ouais. simple, qui était en plus bien payé, tu vois, c'était pas forcément évident. C'est sûr. Et en fait, en 2019, j'ai été viré. C'est-à-dire que je me suis fâché avec mon ancien patron et je me suis retrouvé du jour au lendemain sortir de la boîte où j'étais. Ouais. C'est même pire que ça, c'est-à-dire que j'avais un préavis normalement et le préavis a été ajourné brutalement et j'ai eu 10 minutes pour sortir de l'entreprise. Ah, c'est brutal en effet. C'est brutal. Mm. Et donc là, quand tu es dans cette situation-là, tu sais pas quoi faire. Toi, j'avais 48 ans, il y a un scénario suicidaire. Vraiment, hein, Ouais. tu dis, putain, c'est fini, j'ai 48 ans, je suis mort, voilà. Ça, c'est un scénario A. Et moi, en fait, j'ai pas réagi du tout comme ça. Je me suis dit, mais putain, il y a 2 mois, j'ai sorti un bouquin. J'ai de l'or dans les mains. Je suis libre. J'ai l'expertise, j'ai la connaissance de tout ce qui fait un entrepreneur. Il n'y avait plus qu'à sauter le pas. Voilà. C'est aussi bête que ça. Voilà, Tu prendre la sais, décision et souvent on le faire. dit c'est quand tu es devant la falaise que tu sautes. Enfin, ouais, tu connais l'histoire. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, c'est bien. Donc, t'as sauté de la falaise, Ouais. t'as construit ton avion et il plane aujourd'hui. Il plane. Écoute, déjà, alors, j'ai créé une boîte. Ça paraît bête, mais il faut déposer des statuts. Il y a tout un. 2, j'ai créé une marque.
Ouais. Alors, il y a des enfants qui jouent autour, donc je ne sais pas si ça s'entend beaucoup, mais... Oui, on entendra. Mais c'est la vie, c'est la vie. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Voilà. On est tous les deux des enfants. Futurs admirateurs. Donc 2, j'ai créé une marque. Voilà, elle n'existait pas. 3, j'ai créé une plateforme. C'est-à-dire qu'il y a un outil technique. Alors je ne l'ai pas créé seul, cette plateforme. Moi, je suis venu voir un partenaire technologique. Donc là, c'est pareil, c'est le miracle de la... Ma compagne, elle me dit souvent, tu sais, il n'y a pas vraiment de hasard en fait. Hein. C'est la vie a fait que tu étais prêt et lui était prêt. Ouais. Et donc, un ancien collègue avait monté une agence digitale. Moi, j'avais ce projet. On s'est rencontrés dans un salon. Il m'a dit, écoute, il faut que tu en parles à l'équipe. Je brief. Les mecs disent, mais putain, ce projet, c'est génial, on va le faire avec toi. Et donc, ils m'ont accompagné dans la création de l'univers marketing, enfin d'image de cette marque, dans l'UX de la plateforme, dans la création technique de la plateforme et aujourd'hui dans la maintenance de la plateforme. D'accord. Cette plateforme, je l'ai lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc elle est live. Il y a plus de 100 abonnés déjà qui sont sur la plateforme, dont 10% qui sont étrangers. D'accord. C'est-à-dire que dès le départ, moi j'avais l'idée de dire, je fais une start-up. Internationale. Mon marché, c'est la Terre. Ouais. Évidemment, l'essentiel est en France. Parce que j'ai pas fait beaucoup d'efforts aujourd'hui pour ouvrir à l'international, si ce n'est de créer une plateforme bilingue. Donc j'ai vraiment des utilisateurs de tous les pays. Ouais. Voilà, donc il y a une réalité si tu veux. Après, si tu me dis, est-ce qu'aujourd'hui je vis de ça et que je suis prêt à partir, tu vois, sur un bateau non, pas encore. Voilà, il y a encore un peu de boulot pour en arriver là. Ouais. Et ça va beaucoup moins vite que ce que j'imaginais. Oui, ça va être souvent moins vite que ce qu'on imagine. Ça. Et ils sont très rares les entrepreneurs où ça va beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient. Il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est ça. Et surtout, en fait, ce qui est incroyable, c'est que donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je travaille sur ce projet. J'ai pas eu beaucoup de vacances en 2 ans, hein, tu t'en doutes, comme tous les entrepreneurs. Donc ça n'a rien de très innovant dans la façon de faire les choses. Par contre, j'ai appris énormément. Et c'est absolument fascinant. Chaque jour, je me lève avec un enthousiasme, même malgré toutes les difficultés que j'ai pu avoir. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Du coup, est-ce que tu as une vision particulière pour ton entreprise ou pour la société? Enfin, est-ce que toi, tu te dis, bon, bah, en faisant ce que je fais, je contribue à quelque chose qui est peut-être plus grand ou voilà. Est-ce que tu as une vision et si oui, laquelle? Alors, c'est marrant parce que ça fait appel ça me rappelle les premiers pitchs que je faisais. Et moi, je disais, ce que je veux, c'est apporter du bien-être en entreprise grâce au digital. C'est ça mon sujet, en fait. Pourquoi ça? Parce que je suis convaincu au fond de moi que si on utilise bien le numérique, là, typiquement en ce moment, on utilise des outils numériques. Toi et moi, on les maîtrise au niveau suffisant pour fabriquer des vidéos, les monter, enregistrer avec un niveau de son correct. J'espère. On espère tous. Tu vois, les publier, les rendre accessibles. C'est déjà formidable, hein, quand tu vois, il y a 10 ans, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Exactement. Et donc ça, même ça déjà, aujourd'hui, c'est très démocratisé, mais il y a encore plein de gens qui sont en dehors de tout ça. Et donc, tu vois bien que tous les deux, en fait, on est en train de créer un contenu là, qui va peut-être inspirer d'autres gens, qui vont se dire, mais moi aussi, je suis entrepreneur, moi aussi, je veux faire de la vidéo, etc., etc. Donc, on va créer, si tu veux, on crée une impulsion. Le digital, c'est ça. Bien utilisé, c'est ça. C'est typiquement ce qu'on a vécu pendant 2 ans de crise Covid. C'est tout d'un coup la possibilité de travailler en étant chez soi. Ça a des avantages et des inconvénients, on le sait bien. Les inconvénients, si on les traite bien, on a la possibilité tout d'un coup de dire, mais même en dehors des crises sanitaires, on peut travailler de cette manière-là. Donc on peut revoir, tu vois, notre équilibre pro-perso. Tu vois, moi j'ai été, comme je te dis, ma fille aînée est née en 99. Ma deuxième est née en 2002, à cette époque-là. Un papa qui dit je veux travailler aujourd'hui à la maison parce que ma fille elle a la bronchiolite. Attends, papa, tu t'occupes de tes enfants déjà, no way quoi. Aujourd'hui, c'est 20 ans plus tard, c'est plus facile de le dire. Mieux, ouais. Mais en plus, rester à la maison, t'es fou toi. Non, on t'attend pour une réunion. On t'attend pour une réunion, je comprends pas. On a le téléphone, on n'avait pas Skype à l'époque, mais c'était pas envisageable quoi, de ne pas être présent. Exactement. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu cette accélération. Et donc, tu multiplies tout ça, et tout d'un coup, si tu vas encore un cran plus loin, tu peux te dire que même habiter dans des lieux où, je voyais une émission là, tu vois, l'agent, ça s'appelle, une émission sur Netflix, qui suit, si tu veux, une famille qui a créé une agence immobilière. Ils vendent des biens d'exception à Paris. Quand on entend dire
prix du mètre carré, 23 000 euros. Tu dis, mais attendez les gars, pour un chiotte, il faut que j'ai un an de salaire de Timicard. C'est pas possible, tu vois. Ouais. Et donc, on voit bien que avec le numérique, on peut désenclaver, on peut, tu vois, revenir dans des endroits où ça coûte pas plus cher d'acheminer de la data dans un village, n'importe où en France ou ailleurs, que en plein cœur de Paris. Ça ne coûte pas plus cher. Et donc tout d'un coup, on peut rendre possible l'accès à du contenu, à de la connaissance, à du savoir, à de la santé, grâce au digital. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et donc, je veux que toutes les entreprises, tous les services publics se rendent compte de ce formidable actif qu'on a dans nos mains, qui existe là. Les infrastructures existent. Les téléphones sont là. Je disais récemment que la tranche d'âge, tu vois, les plus jeunes, les 15-30 ans, on va dire, 94% ont un smartphone. 94%. Ça veut dire qu'on a un accès, on a une possibilité. Si on leur donne le moyen d'interagir avec une marque, avec une entreprise, avec des services au travers du smartphone, on les touche, quoi. On n'a pas besoin de leur dire venez de 9h à 17h en ayant préalablement pris le bulletin. Non, tout ça c'est fini. Et donc, si on l'utilise bien, on crée du bien-être. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ok, bon, écoute, en tout cas, on voit que tu es passionné par tout ça. Ouais. Ça se sent. J'espère être passionnant surtout, parce que Alors moi ça m'anime, écoute, vraiment. En tout cas, ça sent que ça t'anime Ouais. et que tu es vraiment passionné que ça et que tu habites le sujet. Donc, c'est chouette. En fait, moi, c'est ce que je souhaite à n'importe qui, c'est-à-dire d'avoir un métier qui le passionne à ce point-là Ouais. et qu'il en soit l'ambassadeur et qu'il ne souffle pas le matin en se levant, quoi. C'est tout le mal que je peux souhaiter aux gens. C'est ça. Et tu sais, quand tu fais ça, tu ne te rends même plus compte. Tu travailles plus en fait. Tu vois ce que je veux dire, chaque jour, tu crées quelque chose qui va. Je vais te donner un exemple très Très précis, simple. concret. Pour développer d'immeubles, il a fallu que j'apprenne des notions de marketing que je ne savais pas faire. Je les avais d'un point de vue théorique. J'en ai parlé de marketing digital dans mon bouquin, notamment en m'inspirant de gens qui font ça au quotidien. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais quand tu dois le faire, et c'est quoi une landing page, par exemple? Soyons très pratico-pratiques. Comment tu l'utilises? Comment tu la structures? Qu'est-ce que tu mets comme contenu dedans? C'est pas si simple. Et je me suis auto-formé. Donc là, j'ai suivi des gens comme Tony Robbins, Dean Graziosi, qui sont des Américains sur le développement personnel, mais qui, eux, via une formation qu'ils ont créée, m'ont amené à comprendre comment faire tout ça. D'accord. Et là, très récemment, pour mon bouquin, j'ai créé ma première landing page qui fait le lien entre un livre et une plateforme. Pour amener le lecteur qui se dit, tiens, un livre rose avec écrit la transformation digitale pour tous. D'ailleurs, tu peux le montrer vu qu'il est juste à côté de toi. ça. C'est l'occasion de le montrer. C'est l'occasion. Donc, voilà, il est sympa. Bon, moi, j'aime bien. J'ai ce petit côté girly, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il est très girly. Il est très girly. Ouais. C'est écrit par deux garçons et c'est très girly. Ouais, mais c'est très bien. Mais je suis très inspiré. J'ai une chérie à la maison qui Mais ouais, bah on sent. Ouais. On sent la patte. On sent la patte. Et soit dit en passant, quand j'ai créé la plateforme, dans le brief, j'ai dit à l'équipe qui a fait justement cet univers graphique, parce que ça c'est l'univers graphique de ma plateforme, je leur ai dit, moi j'ai créé un modèle, c'est très masculin. C'est des cases, c'est des cases, c'est il y a des rigoureux. trucs à cocher, Voilà, c'est droit. ça mesure, Voilà. c'est carré. C'est très masculin. Moi je veux casser ça, je veux garder cette structure parce que j'en ai besoin pour capter de la data, etc. Oui. Mais je veux apporter de la féminité dedans. Et quand tu regardes la plateforme, quand tu regardes les visuels de la plateforme, c'est beaucoup plus rond, c'est des couleurs plus chaudes. Tu vois, Ouais, c'est assez gai, c'est assez dynamique et ouais. Exactement. Et du coup, à partir de ce brief-là, la nana qui a fait la créa, elle a fait un travail formidable. Elle a tout de suite compris ce que je voulais faire. Donc je sais plus où je voulais en venir, mais donc le bouquin, derrière, tu vois, tu as un QR code. Ouais. Tout le monde connaît les QR codes Et ça maintenant. t'emmène sur cette fameuse landing page. Ça m'emmène sur la landing page. Et donc, tu te retrouves, tu vois, tu as un client, et tu vois, j'ai appris à faire ça, à réfléchir du point de vue du client, de celui qui tient le bouquin en main, qui se dit, mais tiens, transformation digitale pour tous, donc pour moi aussi. Ah tiens, il y a un QR code, je flash, j'arrive où? J'arrive sur une page qui est structurée avec un contenu qui m'a été appris il y a juste 6 mois de ça. Moi, il y a 6 mois de ça, j'aurais fait quelque chose, rien à voir avec ça. Ouais. Et voilà, donc tout ça pour te dire, finalement, chaque jour, tu es confronté à des problématiques que tu ne sais pas forcément traiter. J'ai dû trouver un outil pour les faire,
tout à fait. Bref, tu connais toutes ces histoires. Ouais. Mais c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as tendance à vouloir faire toi-même beaucoup de choses, en tout cas à comprendre. Enfin, moi, c'est aussi mon travers, entre guillemets, parce que d'autres délèguent beaucoup plus facilement ce genre de choses, parce que déjà, ils peuvent avoir les moyens. Ça aide. Oui, je te cache pas que si j'avais les moyens, je l'aurais fait faire par quelqu'un qui Voilà. l'aurait fait à ma place. Mais ce qui est, je trouve, super quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas forcément les moyens justement d'aller chercher tout de suite les boîtes de com, etc., qui savent faire, bah, c'est qu'on va chercher l'info et puis on le fait nous-mêmes et on apprend vachement en fait comme ça. Et ça, je trouve ça aussi puissant que de se dire bah, j'ai le budget et puis je prends les meilleurs autour de moi et voilà. Voilà, je trouve qu'il y a toujours du bon à tirer de tout ça et je trouve ça particulièrement cool. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ça. Et tu vois, à côté de ça, quand j'ai fait la plateforme, l'agence qui partenaire, hein, c'est l'agence Illy, on va l'appeler, parce que c'est eux qui l'ont fait. Ouais. Et quand ils ont développé, moi je suis développeur à la base, rappelle-toi le point de départ, je viens de l'informatique. Quoi. Ouais. Et donc j'aurais pu le coder moi-même. Moi j'ai plein de gens qui vont me dire tu l'as développé toi-même. Non, c'est pas moi qui fais le code. C'est pas moi qui fais la créa par exemple. Jamais j'ai eu l'idée de dire je connais rien en couleur. Moi je suis capable de mettre une chaussette de la même couleur. Moi j'ai une inspection avant de sortir de chez moi. Tu vois, ma chérie elle me dit non, tu mets pas ça, c'est pas possible. Tu reviens. Et elle a raison. À chaque fois elle a raison. Elle valide pas. Voilà. Non. Parce que je suis nul en choix de couleur. Nul. Je sais pas faire. Il faut reconnaître que il y a des gens qui ont le talent pour ça et qui savent assembler bonnes choses. Ouais. Bon, aujourd'hui, tu as visé le black, donc White and black. Oui, c'est sans risque. C'est sans risque, c'est de saison, tu vois. On est dans un côté, il fait encore froid, donc on est content d'avoir un truc. Mais sinon, l'été, si on avait fait ça l'été, ouais, autre chose. La chemise hawaïenne. Ah oui, j'ai des chemises à fleurs, j'ai des vestes de couleurs. Orange, bleu. Il faudra refaire ça un été. Faut refaire l'été. Parce que maintenant tu nous as fait le teaser, on se demande ce que ça peut donner. C'est ça. Et dernière question professionnelle, après on va aller creuser plutôt du côté perso. C'est, là on a vu donc ton parcours, ta passion pour le digital, mais justement dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a eu des leçons un peu plus douloureuses? Oh oui. Qui ont piqué un peu sur le trajet. Ah bah oui, tout au long du parcours, il y en a eu plein. Je me suis pris des claques comme plein de gens, quoi. J'en ai une qui me vient en tête là, parce qu'on a parlé de la BNF. Je me souviens d'avoir critiqué ma chef de l'époque de manière totalement déplacée, et je me suis fait convoquer derrière par notre chef respectif. Et ça, t'apprends une chose, c'est que dans l'entreprise, tu fais pas n'importe quoi, c'est plus la cour de l'école, quoi. J'étais tout jeune, hein, j'avais 23-24 ans, donc ok, là, ça m'est resté toute la vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris aussi? Je suis arrivé chez Andersen, boîte mondialement connue. Même mon père, qui à l'époque comptable dans une petite boîte, connaissait. Il dit, putain, tu rentres chez Andersen, mon fils, c'est quelque chose, quoi. 6 mois après, il n'y avait plus Andersen. Donc tu apprends la fragilité de tout ça. C'est très, finalement. Des choses qui paraissent immuables comme ça peuvent s'effondrer malgré tout. Et donc c'est pas immuable du tout. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme expérience douloureuse? Je peux penser à une de mes premières missions quand j'étais justement chez Andersen, une cliente qui avait une animosité forte pour les consultants. Je vais cacher le nom de la boîte pour pas discréditer parce que la boîte n'a rien à voir là-dedans. C'est cette femme-là qui pouvait pas encaisser les consultants, avait une mauvaise expérience et j'ai appris après. Elle me terrorisait. J'ai fait 3 mois de mission dans cette boîte-là pour faire un truc que au monde personne ne l'avait fait encore. Ce que j'ai fait, personne ne l'avait fait au monde. Je dis pas ça par vantardise du tout. C'était vrai, ça n'avait jamais été fait avec l'éditeur de logiciels, avec moi. Et au bout de 3 mois, j'avais fini mon job, donc je sortais du job et le job continuait pour d'autres aspects. On fête ce jalon et donc on réunit toute l'équipe projet, dont cette femme-là. Et j'étais là avec mon verre et de la voir arriver vers moi, et je dis au chef de projet, j'en étais arrivé à un point, si tu veux, je pouvais plus la rencontrer dans les réunions, c'était pas possible, quoi. Tellement elle me terrifiait. Et elle vient vers moi, je lui dis oh là là, putain, mais qu'est-ce qui va encore se passer, quoi. Elle me dit je voulais vous féliciter. Waouh. Et je comprends pas en fait ce qu'elle me dit là à ce moment-là, tu vois, je suis pas prêt. C'est pas câblé, non, ça va pas. Je comprends pas ce que vous me dites, madame là.
Et là, elle m'explique pourquoi elle était si dure avec moi. En fait, ça n'avait rien de personnel. Et donc, c'est une leçon d'apprendre à vivre et à travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes codes que toi, qui n'ont pas la même culture que toi, qui n'ont pas les mêmes histoires que toi. Et qui peuvent te prendre pour le dernier des cons et qui ont de bonnes raisons de le prendre, enfin, de bonnes mauvaises raisons en fait, de le prendre comme ça. Il faut apprendre à gérer ça. Et puis évidemment, la dernière en date, j'essaie de faire plus court, mais la dernière en date, c'est me faire licencier du jour au lendemain. Mon boss avait certainement de bonnes raisons et je suis sûr que si en voyant cette vidéo il dira mais évidemment tu le sais très bien, évidemment. Il va faire un commentaire sous la vidéo. Mais voilà, mais je l'invite à faire le commentaire sur la vidéo. Et la vie est comme ça. Il avait certainement des bonnes raisons d'en arriver à cette décision qui n'a pas dû être simple non plus pour lui apprendre parce que on ne se sépare pas de quelqu'un au bout de 5 ans qui a amené la boîte là où elle était. Tu vois, là où je l'ai amené. Juste pour une vue de l'esprit. Voilà, c'est ça. Donc on s'est fâché. Oui, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Et c'est apprendre aussi. C'est aussi ce que j'ai appris à faire avec Dean Graziosi et Tony Robbins. Enfin, ces gens-là qui Vishen Lakhiani, par exemple. Je ne sais pas si tu connais Mindvalley. Là, j'apprends énormément sur la résilience, sur le pardon, sur tu vois, tous ces aspects-là qui m'aident aussi à grandir et à passer à d'autres aspects et dire ok, on est fâché. Bon, très bien, la vie continue. Et il y aura d'autres gens avec qui je me fâcherai plus tard. C'est pas grave. On a d'autres choses à faire. Tu te fâcheras pour des bonnes raisons. Je ne sais pas si on se fâche vraiment pour des bonnes raisons. Je veux dire, tiens, toi, dans les histoires de la vie, c'est pas pro, mais c'est perso. C'est le divorce, par exemple, c'est un truc, voilà, tu te prends ça dans les dents. Personne n'a envie de divorcer. Tu ne te maries pas pour divorcer. Même s'il faut se marier pour divorcer. Et, tu vois, mais c'est une expérience qui est extrêmement désagréable pour les deux. Tu vois, voilà, typiquement des trucs. C'est une forme de divorce. Le fait d'être licencié, c'est une forme de divorce. Ouais, tout à fait. Voilà. Complètement. Bon, écoute, merci pour ce partage. Et maintenant, on va aller un peu plus sur le privé. Oui. J'ai peur d'un coup là. C'est toujours flippant ces questions. Tu cuisines quoi ce soir? Oh merde. Alors, ça, c'est vraiment privé, tu vois. C'est comment mangent les gens. C'est vrai, mais on ne va pas aller forcément sur ce terrain. Alors, la première question, c'est si tu n'avais pas été entrepreneur. Tu vois, si tu n'avais pas passé ce pas-là, à ton avis, quelle serait tu serais qui aujourd'hui? Tu serais quelle personne? Est-ce que tu serais le même? Est-ce que tu serais un peu différent? À ton avis? Je serais clairement différent parce que le fait d'avoir été fait ce choix, en fait, tu es beaucoup plus exposé. Tu as l'étiquette de fondateur, CEO, okay, ça c'est ce qui va sur la carte de visite. Mais de fait, tu es responsable de tout. De tous les choix que tu fais. Moi, j'ai en tête tout le film depuis le premier jour, tu vois, 17 septembre 2019 à aujourd'hui. Je sais exactement tout ce que j'ai fait, les décisions qui ont été prises, pourquoi je les ai faites comme ça, etc. Avec les bons et les mauvais côtés. Il y a des choses que j'aurais peut-être pu faire plus vite. Il y a des choses que j'aurais peut-être pu, tu vois, au lieu de faire ce partenariat avec cet agent, j'aurais peut-être pu faire quelque chose de plus accessible au début, soit moins ambitieux pour tester un peu plus le marché. Il y a plein de choses comme ça. Mais j'ai aucun regret. Donc je serais différent parce que aussi le fait d'être plus exposé m'a amené à travailler beaucoup plus sur moi. Je t'ai parlé de plusieurs personnes là, je ne vais pas te les répéter encore, mais ces gens-là, je pense que j'aurais pas forcément travaillé avec eux, même si c'est à distance. J'ai assisté à des webinaires à des heures de dingue, tu vois, à l'heure américaine, donc en France, en milieu de la nuit, quoi. Voilà, c'est ça. Je finissais à 6h du matin. Mais galvanisé comme tu n'imagines même pas. Tu suis un séminaire avec Tony Robbins et Dean Graziosi, tu ressors de là, tu es boosté pour l'année qui vient, quoi. Et ça, tu as pas cette idée forcément quand tu es salarié. Tu ne penses pas à te dire, il faut que je travaille sur moi aussi. Il faut que j'apprenne à traiter, à apprendre des compétences que je n'ai pas. Tu attends la formation, tu vas voir les RH. Oui, alors qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Tu es beaucoup plus en attente. Quand tu es entrepreneur, tu dois te construire, et surtout quand tu es seul à la barre. Tu vois, bon, j'ai mon partenaire qui s'occupe de toute la partie techno, mais quand tu es seul à la barre, je peux te dire que chaque jour, enfin tu le sais, mais chaque jour, tu te dis, tiens, mais ce truc-là, je suis pas bon, quoi. Je vais donner un exemple, les vidéos. On est en train de faire une vidéo. J'ai fait des vidéos, j'ai commencé à en faire il y a plus d'un an pour la boîte, enfin au début des années 2020. Et quand je regarde ces vidéos-là, et celles que je fais aujourd'hui, mais il y a un monde. La vidéo, il y a un an, les gens qui l'ont regardée, il faut que je leur donne de l'argent, quoi. Non, mais on progresse, heureusement. Oui. Tu vois, mais c'est vrai. Parce que tu prends conscience d'un certain nombre de choses. Voilà. Bref, là, je suis
l'exercice m'amène à parler que de moi, je le fais beaucoup moins dans mes vidéos aujourd'hui. Je parle beaucoup plus des gens, de leur situation, tu vois. Je suis super content d'aller interviewer mon primeur à qui j'ai fait faire l'exercice, etc. Attends, je reparle du boulot là, tu vois. Mais c'est un travers qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. C'est ça. Mais j'espère avoir On été va te clair pardonner. sur l'idée que qu'est-ce que j'aurais été. Ouais. Je serais moins ouvert, je pense, parce que j'ai appris, je me suis développé personnellement. Pourquoi? Parce que en me mettant plus à découvert, sans l'abri du salaire, bah du coup, tu es amené à chercher des choses au fond de toi Ouais. parce que tu as besoin d'être aligné. En fait, ton entreprise, c'est toi. Donc, si tu veux améliorer ton entreprise, quelque part, Alors, je dirais pas Non. ça comme ça, parce que quand tu en arrives là, tu n'arrives plus à faire la part des choses. Tu mets beaucoup de toi dans ton entreprise, ça c'est vrai. Mais moi, j'attends le moment et je serai super content. Par exemple, là en ce moment, je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais le community manager. Mais le jour où j'ai suffisamment d'argent qui rentre dans l'entreprise, je délègue cette partie-là. Parce que je ne pense pas être le meilleur pour ça. Pareil pour la partie finance. Pareil pour la partie, tu vois, demain, chef de produit, du produit d'immeuble, la plateforme. J'ai construit une roadmap où il y a 7 étages. J'ai livré le premier étage. Il y aura un chef de produit qui fera le deuxième, le troisième, etc. Tu vois, c'est pas à moi, en tant que patron, de faire ça. Voilà. Je vois. Très bien. Et est-ce que tu as eu des grosses remises en question personnelles? Grosse remise en question en disant... J'ai bien merdé, c'est ça? Soit j'ai bien merdé, soit il y a un truc qui est pas juste, qui est pas aligné, il faut que je fasse quelque chose, ça merdouille, quelque part. Alors, clairement, dans le scope là, des années, les 3 années là, qui précèdent, clairement, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça s'est pas bien passé avec mon ancien employeur, moi je commençais à sortir d'une chrysalide, si tu veux, une forme de chrysalide. Donc je commençais à évoluer, peut-être une question d'âge aussi, ou tu vois. Et donc, ça allait plus, quoi. J'étais plus aligné entre ce que je voulais être et ce que j'étais, en tout cas du point de vue professionnel. Alors du coup, arrive cette fin de contrat, arrive du coup des gens, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, j'ai commencé à m'intéresser au yoga, des pratiques que je faisais pas du tout. Avant, je faisais de la course à pied beaucoup, j'étais marathonien, je me suis blessé. En fait, il n'y a pas de hasard. Pourquoi tu te blesses? Parce qu'à un moment donné, ton corps te dit il faut que tu arrêtes de faire ça, quoi. Et ça a été très dur pour moi de renoncer à courir. Quand tu as été marathonien, il faut juste se rendre compte qu'à un moment donné, je courais 100 km par semaine. Tu vois, c'est énorme. Ah oui, moi, je l'imagine même pas. Voilà. Et quand tu fais des entraînements très durs, ta vie tourne autour de ça. Tu me disais tout à l'heure, ton entreprise, c'est toi. À un moment donné, moi, je veux dire, mon rythme de vie, je me levais le matin, je mettais mes chaussures, j'allais courir à 5h15 pour pouvoir être à l'heure à l'école de mes filles. Puis, tu vois, quand c'était le soir, j'allais courir à 20h. C'est ce que tu manges. Oui, évidemment, toute ta vie était rythmée autour de ça. C'est aller se coucher trop tard, c'est pas possible parce qu'il faut ces 7 heures de repos pour être en forme. Et puis après, tu as les compétitions qui s'organisent, etc. Et donc, ça, si tu veux, à un moment donné, mon corps, il m'a dit, faut que tu arrêtes ça. Donc j'ai arrêté le fait parce que mon tendon ne me permet plus de le faire. Et le yoga, c'est invité dans ma vie. Parce que ma chérie m'a dit, tiens, tu ferais bien d'essayer ça. Je te dis pas qu'au départ, moi, le yoga, j'avais pas une bonne image du sujet, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut que je mette un body, un collant. C'est quoi cette histoire? Dérouler mon tapis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis c'est tellement différent de la course à pied, quoi. Ah bah oui, c'est pas tout à fait le même esprit, ouais. Surtout quand tu fais de la compétition. Quand tu cherches à faire un temps, quand tu as fait, moi je suis allé jusqu'au championnat de France, tu vois, quand tu es un compétiteur dans l'âme, tu peux pas imaginer d'être posé sur un tapis et faire des étirements. Ça va pas, quoi. Mais en fait, ça va mieux. C'est beaucoup plus aligné, ça me libère, ça me calme. La méditation, pareil, m'aide à canaliser en fait mon énergie aussi, à me mettre dans une bonne dynamique. Tu vois, et me concentrer sur les éléments clés. Je te parlais tout à l'heure de tout un tas de problèmes. J'en ai eu plein des problèmes depuis que j'ai commencé l'entreprise. Et à aucun moment, c'est devenu un problème lourd. Pourquoi? Parce que j'ai libéré l'action positive qui m'a permis de passer outre le problème, de le contourner parfois, et de me concentrer sur là où j'ai de la valeur à apporter. Ouais, donc toi, ton shift, tu le situes là, à ce moment où tu as arrêté. J'ai un énorme shift à ce moment-là. Ouais, les blessures. Après, les remises en question, j'ai une énorme remise en question quand j'ai divorcé. Tu dis,
Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il s'est passé qu'on ne savait pas, en fait, dès le départ. On aurait dû s'en rendre compte au début. On s'est gouré complètement. On a construit une entreprise. C'est incroyable. Je te jure, c'est vrai. En fait, à un moment donné, quand je refais, il y a 10 ans, on s'est séparés il y a 10 ans, il y a un peu moins de 10 ans, mais il y a 10 ans, finalement, c'était quoi notre vie? C'était le conseil d'administration. Tu vois, je te jure. Il n'y a plus de logique. Tu dis, mais en fait, d'où ça vient? Mais dès le départ, ça n'allait pas. Ouais. Alors oui, on a accumulé du patrimoine. Donc ça, c'est le côté la boîte à monter, quoi. Ah ouais. Donc on avait de l'argent tous les deux. On a acheté maison, machin, tout ça, super. On a fait des enfants. Mais finalement, il n'y a plus de projet de vie, quoi. C'est pas ça la vie de couple. Donc on s'est perdu dans cette histoire-là, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie remise en question. Ce qui fait que l'histoire que je vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Voilà, c'est une vraie remise en question sur moi-même et ce que je vis avec la femme avec laquelle je suis aujourd'hui. Ok. Non, mais ouais, mais ça parle certainement à beaucoup de gens. Oui, je pense. Vu que Marie Chaneux qui se finit par un divorce, c'est sûr. C'est ça. Il y a au moins la moitié des auditeurs qui probablement se sentent concernés. Et puis quand tu fais des familles recomposées, je peux te dire que Encore des remises en question là, parce que tu dois réaligner les. Ah ouais. Là, tu te rends compte que ce que tu es, ce que tu as construit, qui était juste une évidence avec des enfants qui t'ont connu, en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Parce que d'autres gens ont d'autres réflexes, d'autres modes de vie. Il faut s'adapter et trouver un terrain, un nouveau cadre de référence commun. Exactement. Comme on dit. Avec des gens tiers qui, eux, n'ont pas envie de ça. Qui disent, mais non. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, prochaine question, c'est: dirais-tu que l'entrepreneuriat est un parcours initiatique qui permet un développement personnel, voire spirituel? Complètement. Je suis complètement d'accord avec ça. Et surtout quand on prend conscience que l'entrepreneuriat, il y a des éléments techniques. On va parler RH, les hard skills, qui sont nécessaires. Okay, bien sûr qu'il faut que tu saches écrire un contrat. Bien sûr qu'il faut que tu saches… tous les trucs opérationnels pour monter une ça, boîte, c'est le hard juridique, le machin, etc. Okay. Ça, c'est la base. Tu as besoin de ça. Même si tu te fais aider, tu as besoin de contrôler ce que les gens font. Et donc, oui, il y a si tu veux, ce changement spirituel. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup plus attentif à d'autres choses. Parce que les hard skills, finalement, c'est facile à comprendre. Mais les soft skills, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de travailler avec toi? Qu'est-ce qui fait que le client dit, putain, mais je vous connais pas, monsieur. Pourquoi, votre entreprise. Donnez-moi votre cabis. Quoi? Attendez, je vois écrit 30 juin 2020, on est le 1er juillet, là. Ça veut dire que votre entreprise, elle a 2 jours. Bah ouais, elle a 2 jours. Voilà, je viens de la créer, je viens de la déposer, là. Ah oui, il faut avoir confiance, quoi. Et donc, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles avec des gens, surtout que moi, je suis dans une approche, si tu veux, de plateforme. C'est-à-dire que j'ai des clients, mais j'ai aussi des partenaires, beaucoup. Tu vois, donc, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes mindsets que toi, qui n'ont pas les mêmes enjeux. Et donc, il faut les comprendre, il faut être à leur écoute. Donc, du coup, toi, tu ne peux pas être juste dans le truc en disant, moi, j'ai fait le meilleur produit du monde. Ça ne marche pas. Et donc ça demande de t'adapter. Exactement. Et ça, pour le coup, le spirituel, pas la religion, hein, le spirituel, les gens confondent souvent, c'est pour ça que je dis. Je suis d'accord. Tu t'aperçois qu'en fait, ça t'aide à canaliser tes énergies, à te concentrer sur ce qui est important, à distinguer ce qui est accessoire, quand je dis de concentrer ton énergie, c'est par exemple, il y a des moments où moi, j'ai passé, tu vois, mon été 2020, j'ai passé tout l'été. J'avais dit à ma chérie, allez, je pense qu'en bossant 4 heures par jour, ça devrait passer, quoi. Non, en fait, j'ai bossé 8 heures par jour. Il faisait 36 degrés, j'ai des photos de moi ruisselant, tu sais, sur la terrasse de là où on était, à donner des infos à l'agence qui bossait pour moi. C'est ça la vie aussi, mais c'était génial. Mais si je faisais que ça, et que je ne me concentrais pas sur aussi la beauté du lieu où j'étais, de la chance de voir un coucher de soleil ou un lever de soleil, tu vois, d'écouter un oiseau qui passait par là, enfin, tous ces aspects-là m'ont nourri énormément et m'ont permis de passer ces étapes. Si je n'avais pas équilibré ma vie pro et perso, en mangeant bien, en faisant attention à mon repos, en faisant du yoga, en faisant de la méditation, si je n'avais pas fait tout ça, je serais cuit aujourd'hui. Et j'aurais déjà renoncé au projet. Tu aurais cramé en vol? Impossible. Impossible de tenir la charge. Impossible. Pas aussi longtemps. Même si tu pars au départ en te disant super, ça va tout de suite, ça va prendre. Et tu t'aperçois que ça prend plus longtemps pour faire ce que tu voulais faire, pour trouver les premiers partenaires, etc. Ça prend plus de temps que tu voulais.
et que les gens attendent de toi. Par exemple, j'ai fait un pivot. J'aime bien les gens qui disent pas de faire. Moi, j'ai dans l'esprit en disant super, je fais la plateforme, les gens vont aller dessus et comme c'est construit pour être autoportant, j'ai rien à faire. Et en fait, j'ai passé des mois, des rendez-vous. Tous les jours, je faisais des rendez-vous et tous les jours, j'expliquais la plateforme. Pourtant, elle était super facile à utiliser. Et je me suis dit, mais putain, je vais m'épuiser à faire ça. Donc, il faut que je crée des tutoriels et donc je fabrique des vidéos qui sont beaucoup plus pédagogiques que ce que j'imaginais faire au départ. Au départ, j'étais dit, un tutoriel en 3 minutes, c'est réglé, quoi. No way, ça se passe pas comme ça. Parce que les gens, ils ont besoin de comprendre pourquoi ils font les choses. Tu leur expliques la philosophie que tu as faite, etc. Et donc, j'ai créé des tutoriels. Tu vois, le premier tutoriel, il fait 20 minutes. 20 minutes de vidéo où j'explique face caméra les choses, où je montre avec des écrans très pédagogiques. Et ça m'a libéré. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai publié le tutoriel, tout d'un coup, j'ai pu dire aux gens que je rencontrais, je ne vais pas vous expliquer le pas à pas. Ça, vous l'avez sur la vidéo. Perdez pas de temps, allez voir la vidéo. Par contre, on va se concentrer sur votre problème à vous. Tu vois le changement d'état d'esprit. Bien sûr, ouais. Ça libère de la bande passante pour faire des choses exactement. Plus intéressantes. Mais tu vois, ça, je l'ai pu le faire. Toujours pareil. Je pense que le spirituel m'a aidé beaucoup là-dedans. Parce que quand tu es spirituel, tout d'un coup, il y a des idées qui t'arrivent. Tu ne sais pas d'où elles viennent. C'est l'univers qui te les donne, quoi. C'est génial. Non, c'est certain. L'intuition a beaucoup de place aussi chez les entrepreneurs. Oui, je pense. Pour avancer. Ouais. Et alors cette question-là, je devine la réponse. Je devine la réponse. Parce que j'ai déjà donné, non? Non, mais parce que voilà, j'ai un indice dans mon angle de vue. Qu'est-ce qui te passionne en dehors de ton travail? Ah, la musique. La musique. Et le rock. Et le plus rock spécifiquement. Ouais. Donc c'est le moment où c'est le moment où tu peux en parler. Alors, et là, tu peux même dégainer ta guitare. Si voilà, c'est ça. Donc ça, non, mais je montre quand même l'instrument. Ouais, magnifique. Alors cette guitare, elle a une super histoire. Déjà, quand je me suis mis en couple avec ma compagne, donc, chacun se séparait, voilà, donc on a des histoires difficiles de divorce. Et elle m'a dit, mais en fait, t'as une guitare. J'avais d'un certain modèle, mais pas forcément d'assez haut niveau. Allez, on y va, on va t'en chercher une autre. Et c'était pas du tout dans ma culture à l'époque. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une logique, un achat, c'est réfléchi. Ça coûte un peu cher, tu vois. Il faut que tu sortes un peu la. Oui, voilà, c'est engageant. C'est engageant. Et là, je me dis, putain, il faut réfléchir. Non, tu réfléchis pas. Tu as besoin d'une guitare. Tu vas en chercher une autre. Ta guitare actuelle, elle a fait son temps, il faut que tu passes à autre chose. On a pris la bagnole, on est allé dans un magasin. Le mec m'a dit, c'est qui votre guitariste fétiche? Et je lui ai dit, c'est Keith Richards, guitariste des Rolling Stones. Il dit, ok, ça, c'est une Telecaster. Donc, ça s'appelle une Fender Telecaster, tu vois, c'est écrit dessus. Ouais. Ouais, c'est écrit Fender et Telecaster. Et du coup, j'ai pris la guitare dans le magasin, une la branchée, j'ai joué 3 trucs. Et là, tout d'un coup, mes oreilles ont. C'est comme si tu veux, j'en ai mis du parfum, je sais pas, des fleurs, c'était magnifique. C'était magnifique, c'était la rencontre. Tout d'un coup, je comprenais pourquoi, mais quand même, me disait, il faut vraiment que tu changes de guitare. Et cette guitare a joué au Stade de France. Waouh. Donc, tu vois, j'ai même. C'est toi qui as joué au Stade de France avec cette guitare? Oui, c'est moi qui la tiens. Mais tu pourras. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle le Rock in 1000. Ouais. Donc c'est quoi? C'est 1000 musiciens qui jouent la même chose, évidemment. Hein. C'est pas. Oui, c'est je vois avec des parterres de guitaristes là qui. Mais pas que des guitaristes. Ouais. Des batteurs, des bassistes, des chanteurs. Donc en fait, c'est comme si tu disais, je prends un groupe de rock classique, guitare, basse, batterie, chant. Les Beatles fonctionnent comme ça, par exemple. Et tu les multiplies par 250. Ouais. Et ça te fait voilà, un groupe, un énorme groupe. T'as une vidéo de ça? Mais il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Si on peut, on la mettra. Ah bah, il faut absolument regarder ça. C'est incroyable de se dire que 1000 personnes peuvent produire une telle qualité de musique rock qui est avec un enthousiasme pareil. Et là, c'est pareil. Moi, je fais de la guitare depuis que j'ai 18 ans, tu vois. C'est pareil, toute une histoire, ça encore. On va passer. Ce sera une autre vidéo. C'est-à-dire qu'à 8 ans, je découvre les Rolling Stones. Ouais. Je dis à mon père, moi, je veux faire de la guitare ou de la batterie. Je savais pas à l'époque. Il a dit, écoute, quand tu auras de l'argent pour t'en acheter une, on en reparlera.
Et donc 10 ans plus tard, j'avais de l'argent pour en acheter une. Donc je l'ai appelé, j'ai dit dans un magasin, je dis papa, j'ai 5000 francs, je peux m'acheter la guitare. Et je suis devant le magasin. Je voulais juste te prévenir. Ça fait 10 ans que j'attends quand même. Hein. Et écoute mon fils, si tu veux, on y va ensemble à Pigalle. À Pigalle, en fait, tu as plein de magasins de musique. Je vois. Si tu veux, on y va ensemble. Il a dit ok, d'accord. Je veux bien qu'on y aille ensemble. Et donc du coup, on est allé ensemble chercher la guitare. Ce qui m'a évité d'acheter une merde au passage, mais ça, c'est un autre détail. Mais du coup, si tu veux, la guitare, pour moi, c'est vraiment un truc très, très ancré dans ma vie. À 18 ans, je me mets à faire ça, et j'apprends tout seul, etc. Et quand arrive en fin 2018, une annonce sur Internet, je suis sur Facebook, je vais sur Facebook, je écris jouer au Stade de France. Mais quoi? Jouer au Stade de France? Mais bien sûr que je vais jouer au Stade de France. Et j'essaye, mon disant, tu perds rien à essayer. Oui, bah oui. Et puis, mais alors, la probabilité de jouer au Stade de France, elle est quasi nulle, quoi. Et 10 jours plus tard, je reçois un mail de l'organisation qui me dit « Vous êtes reçu ». J'avais juste envoyé une vidéo de moi en train de jouer à l'organisation. Et là c'est pareil, tu pourras demander à ma chérie, elle m'a dit « C'est incroyable, t'as perdu 30 ans d'un coup, quoi ». Dans ma tête, j'avais 16 ans, quoi. Ouais. Tout d'un coup, j'allais réaliser un rêve incroyable, jouer au Stade de France. Et 6 mois plus tard, j'étais effectivement... c'était le 29 juin 2019, au Stade de France. Et je rentrais sur scène, comme 1000 autres musiciens, devant 50 000 personnes. Et on a joué pendant 2 heures. T'as déjà plein de fans là qui crient déjà. T'as vu ça un peu? C'est incroyable l'effet que ça fait. Et les gens sont incrédules, les gens se disent c'est pas possible, t'as pas joué. Enfin, il y a 2 catégories de gens. Les gens ils disent c'était mytho. Non, si, j'ai des photos, machin. Et c'est vrai, il y a des vidéos. Et à la fin du truc, tu peux pas imaginer ce que tu ressens, quoi. Je ne peux qu'imaginer, mais c'est difficile. Hein, même les gens, si tu veux, les musiciens à qui j'explique ça, c'est difficile d'imaginer ce qu'on ressent à ce moment-là. Il y a un effet cathartique avec tout le monde qui joue et tout. Tu dois t'emporter par tout ce groupe-là, cet enthousiasme communicatif. C'est ça. Et le public. Tu as 50 000 personnes devant toi. C'est incroyable ce que ça te renvoie. Il y a même un moment donné où on a été emporté par le public. C'est-à-dire que tu as un titre qu'on joue et le public s'est mis à chanter le titre. Alors qu'on venait de finir. Et ils ont continué à chanter le truc. Et du coup, vous avez continué du coup à oui, jouer. Mais ça, le chef d'orchestre qui était là pour nous tenir, parce que tu imagines bien, on est 1000 amateurs, c'est compliqué de tenir 1000 amateurs. Ouais. Ben, en fait, t'en as qui ont commencé à gratouiller, à taper sur la batterie, etc. Et dit ok, dans le casque, on a tous un casque. Les mecs nous ont dit allez-y, lâchez les chevaux, refaites-le un peu. Mais allez, alors, 3, 2, 1, maintenant on arrête, quoi. Clac, proprement, et on continue le show. Et là, au moment où je te parle, j'ai une chance. Je suis encore sur liste d'attente. J'espère. Je croise les doigts, je touche du bois, je mets des cierges, je fais tout ce qu'il faut. Jouer à nouveau le 14 mai avec 1000 musiciens encore. Pour jouer. Donc ça, c'est la guitare qui m'accompagne au Stade de France, mais c'est aussi la guitare que j'utilise sur scène pour mon groupe. J'ai créé un groupe il y a 10 ans avec des potes. Voilà, c'est pareil. J'avais 40 ans à l'époque. On se considérait déjà tous assez vieux. On disait, il y a des gens qui avaient des cheveux gris, des gens qui avaient encore des cheveux noirs. Donc on s'est appelé les Salt and Pepper. Donc c'est un jeu de mots, tu vois. Oui. C'est Salt and Pepper, poivre et sel. Voilà, mais en même temps pepper, parce qu'on est vieux. On est vieux et on n'a plus de prétention si ce n'est de se faire du bien. Et du coup, ce groupe, en fait, il marche assez bien. On fait des concerts régulièrement, on en fait 4 à 6 par an, tu vois. Et on a joué devant des scènes, tu vois. L'année dernière, on a la mairie de ma ville, à Carrières-sur-Seine, qui nous a dit « Est-ce que vous pouvez venir animer le brunch dominical annuel où il y a 1000 personnes devant toi, quoi ?» C'est chouette. Tu te dis « Putain, tu joues pendant 4 heures devant 1000 personnes, tu commences à te dire, ça fait du monde, quoi. » Et c'est toi, c'est ton groupe, quoi. Tu te dis « C'est top, quoi. » C'est chouette. Voilà. Donc ça, c'est une grosse passion. Ouais, mais si j'ai l'occasion, on pourra mettre une petite vidéo, du coup, je te filerai. Pour que les gens te voient jouer, quoi. Parce que là, du coup, on est hyper frustrés. Tu vois, on voit la guitare, mais... Là, ça donne rien parce qu'elle n'est pas amplifiée. Je sais bien. Voilà. Mais voilà, du coup, on mettra, si on peut, une petite vidéo que tu me fourniras. Avec grand plaisir. Tu pourras choisir le meilleur... ton meilleur profil, tout ça. C'est important. Et la dernière question que j'aime beaucoup, c'est justement, on est sur une vidéo, c'est la magie du digital, c'est qu'elle sera sans doute encore disponible dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et voire plus. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à ton moi du futur, là, qui va regarder cette vidéo? Donc là, il t'écoute, ce moi du futur, tu lui dis quoi?
Donc la caméra est là, tu peux regarder. Alors, tu sais quoi, c'est rigolo que tu me parles de ça parce que je peux faire une digression avant de répondre. Mais bien sûr. Quand j'étais petit, il y a, je sais pas, je devais avoir 11 ans, 12 ans, tu vois. Je trouvais que les adultes, c'était pas très cool. C'était pas très gentil, tu vois. Et je comprenais pas très bien comment ils fonctionnaient. Et je me disais, comment est-ce que moi, quand je vais devenir adulte, parce qu'un jour je vais devenir adulte, comment est-ce que je peux devenir moins con? Moins, tu vois, plus à l'écoute de mes enfants, etc. Et j'ai commencé à écrire dans un cahier des messages à moi-même. Donc ça, c'est exactement ce que tu viens de dire là. Des messages d'attention moi-même. J'ai pas été très loin, j'en ai pas fait beaucoup, mais du coup, c'est une matière, si tu veux, comme effectivement, que tu t'écris pour te dire, putain, alors, je suis pas sûr d'avoir vraiment réussi le truc, mais j'ai essayé du coup de me rappeler de ça pendant que j'ai éduqué mes enfants. Voilà. Si elles voient la vidéo, mes filles me diront et mon beau-fils me dira mais non, en fait, t'as tout raté. Non, t'as tout raté. Voilà, parce que de toute façon, voilà. Ou alors t'étais déjà vieux quand t'avais 11 ans, en fait. C'est peut-être ça, t'as raison, c'est ça, c'est exactement ça. Quoi, c'est pas possible. Quoi, tu parlais déjà de Napoléon à cet âge-là, c'est pas possible. Parce que j'adore Napoléon, je t'en ai pas parlé, mais les Stones évidemment, mais Napoléon aussi. Napoléon aussi, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de lui dire, je t'aime. Je t'aime. Parce que on se le dit pas, on se le dit jamais assez. On peut dire je t'aime aux gens qu'on aime, mais on se le dit pas à soi-même. Et c'est important de se le dire. J'ai appris ça avec le développement personnel aussi. C'est, tu vois, un exercice qui est complètement ridicule quand tu le fais la première fois, te regarder dans un miroir et te dire je t'aime. Et la première fois, ça sonne bizarre quand même. Hein. Et puis tu as le coach qui te dit si, dis-le, vas-y, tu vas voir, ça va te changer. Et c'est vrai que ça change. Tu es beaucoup plus apaisé sur toi-même, tu acceptes mieux tes erreurs, tu acceptes mieux de dire pardon aux gens. Voilà. De ça découle beaucoup de choses. Tu parlais, tu vois, de la gratitude. Là, j'exprime beaucoup plus ma gratitude que je ne le faisais auparavant. J'avais beaucoup plus tendance à dire, ok, j'ai fait des choses, je suis vachement bon, tu vois, sans être dans la vantardise. Mais tu étais dans le faire, comme on dit. Oui, plutôt. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est ça. Non, je suis ça. Je suis ça, exactement. Et donc, du coup, j'ai envie de lui dire ça. Et puis, j'ai envie de lui dire, écoute, t'as eu 1000 fois raison de faire ce que t'as fait, de prendre des décisions au moment où tu les as prises. Parce que, en connaissance de cause que tu avais à ce moment-là, bah, c'était la meilleure décision à prendre. Et avance et confiance en toi. Et confiance en toi. Tu vois, j'ai envie de lui dire, je pense que j'ai cette première partie de ma vie, tu vois, le demi-siècle, comme ça, il m'a fallu du temps. Mais je pense que j'étais pas assez confiant dans mes capacités, pour plein de raisons. Il faudrait faire. On n'arrête pas de grandir, c'est toujours pareil. Voilà. Ouais, et je pense qu'on le dit pas assez aux gens. Écoutez-vous, faites-vous confiance, aimez-vous, vous-même déjà, parce que vous verrez que quand vous vous aimerez vous-même, vous serez plus bienveillant avec les autres, vous accepterez mieux aussi les souffrances des autres, tu vois, qui des fois te font on pourrait appeler des coups de pute, tu vois, parce que les gens te font des saloperies, mais j'ai arrêté de les compter, quoi. J'ai vécu des trucs super durs, je t'ai pas tout raconté là parce que ce serait trop long. Et en même temps, tu te dis, quand tu commences à t'aimer toi, tu comprends mieux pourquoi les gens ont fait ça, pourquoi ils ont eux-mêmes souffert. Et du coup, tu es dans tu vois, ce que dit le Christ, par exemple, tu vois, sans faire l'idée, c'est pas de la religion, mais t'as ce côté, cette bienveillance des autres, de leur souffrance, et de la reconnaissance de leur souffrance, ça change complètement ton rapport aux autres. Et ça, oh là là, ça détend, mais ça fait du bien. Hein. Ouais, voilà. Tout à fait. Ok, donc Michael, un et confiance. Voilà. Michael du passé t'aime. Exactement. Et tu peux progresser en confiance, voilà, sur de bonnes bases. Exactement. Bon bah écoute, je te propose qu'on en termine là. Avec plaisir. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est moi qui te remercie je te remercie de faire ce que tu fais. Si, c'est gentil. C'est important. J'ai accepté de me prêter au jeu parce que je pense que c'est ce que tu fais, cet exercice-là, de montrer l'entrepreneur, l'homme, la femme, dans ce qu'il est, pas seulement par les choses market. Tu vois, je peux très bien te refaire le pitch de Dimeup avec l'histoire, tu vois, en 1 minute, et on va changer le monde, voilà. Mais tu as une landing page maintenant pour ça, il n'y a plus besoin. C'est ça, mais si tu veux, mais c'est aussi cette authenticité que tu viens chercher, au travers des questions, le côté un peu flou qui met en incertitude,
amène l'interviewé, à sortir de sa zone de confort. Et ça amène à donner des contenus qu'on voit très bien sur ta chaîne, qui sont de nature à inspirer aussi des gens qui peuvent avoir peur, ou à l'inverse, des gens qui peuvent juger un peu trop facilement ce monde de l'entrepreneuriat, parce qu'il est caricaturé, comme souvent. Oui, bah oui. Et là, toi, tu donnes l'occasion, justement, de le voir sous un autre angle, avec plus d'authenticité. C'est agréable. Bah écoute, c'est ce que j'espère en tout cas. Donc bah merci en tout cas pour ce gentil feedback. Et bah écoute, j'espère que Dimup va faire up. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Pas pour que mais c'est pour que les boîtes, les entreprises et les services publics qui l'utilisent développent. Tu vois, là, ils que leur digital rocks. Exactement. Ça, c'est bon, c'est une belle conclusion. C'est un bon slogan pour toi. Digital rocks, c'est ça, exactement. Bah écoute, merci encore et puis Merci, écoute, à très très vite pour voir la progression de Dimup. Et puis surtout, voir si tu vas aller au Stade de France Oui, 14 mai. Mais je vais aller au Stade de Mais France. tu vas y aller, mais est-ce que tu vas jouer? Voilà, c'est ça qu'on attend. Tu sais quoi? Que je joue Ou pas, tu seras sur content, scène, c'est que ça. je sois dans le public, je sais déjà que je vais passer un moment extraordinaire. Parce que il faut se rendre compte de ce que c'est qu'une communion de 50 000 personnes. Bah écoute, merci encore. Merci à Et puis à bientôt. Au revoir les gens. toi. Et merci à tous d'avoir écouté jusque-là.